pas plus vraiment et notre inconscient est fâché. Bref, angoisse, sans faire des pressions, notre compte est chargé. Mais on cherche pas la cause, c'est les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. À la haine de l'autre, au racisme et au mépris, de refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité, même si on marche séparément, on doit faire ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous. Donc là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence. On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui se joue, ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir. Ça c'est pratique. Ouais. Et j'ai oublié de grandir moi en plus. Ah regarde. Mais ouais, t'arrives. Oui, tu vois. Ouais. Là, ça a fait, c'est de la technique. Ah ouais. Ah, on voit les pros là. C'est pas fait exprès.
bien parti pour que nous vivions ensemble un événement aussi mémorable qu'exceptionnel. Parce que bon, c'est quand même une première. Que nous accueillions une remise de médailles à la vacherie. Donc, à ma gauche, mais vous les connaissez déjà, donc, notre première finisseuse Marie-Monique, qui est la récipiendaire, c'est ça qu'on dit, et puis Dominique Méda, qui elle est chevalier de la Légion d'honneur et qui est la déléguée pour la remise. Et donc, avant la cérémonie de remise proprement dite, il y a Sylvain et Brigitte qui nous accueillent ici, donc ils vont vous dire ce qu'ils ont. Yannick Jadot dira un mot à la place du maire de Notre-Dame, Jean-Paul Pro, excusez-moi, qui est excusé, qui ne pouvait pas être là. Donc, allez, on peut aussi les applaudir, hein, on donne une visiteuse, mais aussi les accueillants, Sylvain et Brigitte. Bonjour à tous ceux qu'on n'a pas vus, bonjour mesdames, et merci de vous être déplacés toutes les deux aujourd'hui à Notre-Dame. Donc nous sommes très contents de cette remise qui a lieu à la vacherie. Pour nous c'est quand même encore un symbole fort. Et donc ici on a accueilli les squatteurs quand ils se sont fait expulser et que les maisons ont été rasées. Aujourd'hui, Marie-Monique vient se faire remettre un symbole quand même qui est fort de reconnaissance pour son travail et qui est quand même la défense des terres agricoles. Et on en reste là. La terre doit rester pour nourrir les hommes. Et ça, je pense que tout le combat, c'est ça. Garder la terre, pouvoir la transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants et qu'elle serve à nourrir et la préserver de tout ce qui peut être empoisonnant pour elle. Et la travailler avec amour et en y faisant attention. Voilà. Alors, moi je vais juste faire l'état des lieux où on en est actuellement. Depuis début janvier, toute la zone de 1650 hectares dont on fait partie, on est squatteur. On habite chez Vinci parce que les terrains, les maisons, la vacherie appartient à Vinci. On est exproprié, mais pas expulsé encore. Et si le fait qu'on ne soit pas expulsé, c'est des courageux qui ont fait la grève de la faim. Et c'est grâce aux grévistes de la faim qu'on a... Suite aux différents comités de dialogue et comités agricoles qui ont été proposés par le ministre de l'Agriculture ou le Premier ministre, on a un peu de répit cette année et sans doute l'année prochaine au niveau agricole. Alors, un an de visibilité au niveau d'une exploitation agricole, c'est très court parce que c'est pas en un an qu'on gère, c'est pas sur une année qu'on gère une exploitation, c'est des rotations, mais on voit un peu mieux. Ça fait 6 mois, on ne voyait pas où on aurait été et on était bien embêtés. Là, cette année, on a un peu plus de visibilité, donc c'est mieux. Et je voudrais dire quand même que ça fait la 5e génération de Fresno ici. C'est des terres, c'est Notre-Dame-des-Landes. Ton papa me disait tout à l'heure, ça fait bien plus que ça chez vous. Donc, mais là, c'était des landes dans les années 1800 et nos aïeux ont défriché ici, à Notre-Dame. Et on a continué à faire vivre ces terrains-là. C'était des barons qui s'étaient accaparés les terres, qui ont mis des métayers et puis travaillé. Les métayers ont racheté ces terrains-là. Et aujourd'hui, on se fait expulser par des barons de la finance, par Vinci, par des grosses sociétés que tu connais bien.
Et voilà, le cercle retourne et ça on n'en peut pas. Comme le disait Brigitte tout à l'heure, la terre aux agriculteurs, aux paysans pour nourrir la population. Voilà. Je ne sais pas ce que les chercheurs comme toi, à un moment, diront comment cette lutte a réussi à devenir une lutte nationale, une lutte presque internationale, et comment cette lutte, par sa mobilisation, a fini par gagner. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a une raison forte au fait que sur ce projet, le gouvernement et Vinci recule, c'est grâce aux paysans. C'est grâce aux paysans de cette zone. Donc je vous demande aujourd'hui, comme demain, comme dans les mois à venir, de soutenir les paysans de la zone. Il faut soutenir les paysans de la zone. Si ce combat trouve sa légitimité, c'est évidemment parce qu'il y a des militants comme vous. C'est parce qu'il y a des gens qui partout se sont mobilisés et qui à chaque appel répondent présents. Mais s'il y a un tel ancrage de cette lutte, c'est parce qu'il y a des paysans. Les paysans qui entretiennent le lien à la terre dont nous avons tant besoin. On peut avoir parfois le sentiment qu'il y a une certaine, j'allais dire, hésitation. Pas fébrilité, mais hésitation sur la mobilisation. Parce qu'à partir du moment où même des rapports, pourtant commandités par l'État, donnent raison à nos arguments, à partir du moment où on voit le recul, les mois après les mois, ils ne peuvent pas avancer parce que vous êtes là, parce que nous sommes là. Il y a parfois le sentiment qu'on a presque gagné. Tant nous avons raison sur tout, tant qu'ils ont raison sur rien. Mais quand vous avez, comme dans le journal de ce matin, dans Presse Océan, un préfet qui dit « Bah oui, pourquoi pas redémarrer les travaux à Toussaint ?» Eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter, il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à être présent et il faudra répondre à chaque appel parce que si nous ne sommes pas vigilants, c'est quand nous ne sommes pas vigilants qu'ils avancent. Notre mobilisation sera victorieuse sur Notre-Dame-des-Landes, donc ne lâchons rien. Merci. Un dernier petit point, dans les semaines à venir, le Parlement européen va s'exprimer sur ce dossier. Vous savez, les combats qui sont menés au Parlement européen, et nous espérons que le Parlement européen va confirmer ce qu'il a dit déjà de manière non officielle, que la France, que ce projet est en infraction avec le droit européen, que ce projet est illégal. Donc nous espérons qu'il y aura confirmation, ce sera une bagarre de plus gagnée contre ce projet qui, n'en doutons pas, alors c'est vrai que c'est très sympa de venir ici à chaque fois ici, vous êtes toujours très contents de nous accueillir, mais si on pouvait le faire sans devoir comme ça s'énerver, se mobiliser et taper le préfet, ça serait quand même mieux. Merci beaucoup. Voilà maintenant le moment de la remise. C'est vrai que l'honneur, c'est un vocabulaire qu'on n'utilise plus beaucoup maintenant, mais on est profondément honoré, donc comme ça a été dit, de vous accueillir. On peut parler respect, on peut parler respect pour votre engagement, pour votre travail, on peut parler reconnaissance de ce que vous nous apportez au niveau intellectuel. C'est vrai que l'honneur, c'est peut-être pas le vocabulaire le plus fréquent. Et place à la remise de Région d'honneur. Alors, les personnes seront invitées à s'exprimer, les personnes qui le souhaitent, après la remise. D'accord? Ok? Hein? Donc, pour l'instant, c'est place à la remise. Voilà. Et moi, je vais me descendre aussi sans me casser la figure de préfet. Trop tard.
Bien, chère Marie-Monique, chers tous, nous sommes aujourd'hui rassemblés, famille, amis, admirateurs de Marie-Monique Robin, pour fêter tous ensemble la reconnaissance officielle qui est conférée à son œuvre et à sa personne par l'octroi de la Légion d'honneur. Et je dois dire que je suis extrêmement fière que ce soit à moi qui échoie la responsabilité d'expliquer pourquoi elle en est particulièrement digne. C'est par là que je voudrais commencer, avant de revenir sur les raisons pour lesquelles, lorsque Marie-Monique m'a proposé un soir de décembre de lui remettre cette décoration ici, à Notre-Dame-des-Landes, j'ai tout de suite accepté. Tu m'as raconté, Marie-Monique, combien les lieux et les proches qui ont abrité ton enfance avaient été déterminants pour ton œuvre. Tu as grandi dans la ferme de tes parents, agriculteur engagé et descendant d'une lignée d'amoureux de la terre depuis le XVIIe siècle, où tu as vu s'opérer la rationalisation de l'agriculture traditionnelle au cours de la Révolution verte. Ils t'ont transmis non seulement la passion de la terre, mais aussi celle de l'engagement. Ils étaient membres de la jeunesse agricole catholique. Tu mettras à ton tour ton désir de justice au service de plusieurs causes que tu défendras farouchement. En 85, à la fin de tes études de journaliste, tu pars au Nicaragua pour soutenir la révolution et tu produis quelques années plus tard un documentaire consacré à Cuba et plus particulièrement à la prévention du sida, Sida et Révolution. Tu ne cesseras ensuite dans les films et livres que tu as réalisés en étroite association avec ton mari de promouvoir les droits humains fondamentaux et, c'est là que ta personnalité se précise, de dénoncer tous ceux qui font obstacle à leur promotion et leur épanouissement. En 1995, tu présentes Voleur Dieu, la version courte de Voleur d'organes, qui dénonce le vol d'organes sur des enfants en Colombie au profit d'hôpitaux nord-américains et qui reçoit le prix Albert Londres, la distinction la plus haute de la profession. Déjà, dans ce documentaire, se mêlent les traits caractéristiques de ton œuvre. La révolte que t'inspirent les atteintes à l'intégrité des personnes guidées par la soif du profit ou l'idéologie, la rigueur dans la construction de la preuve, sur quoi viendront chaque fois se briser les tentatives de remise en cause de tes démonstrations, la puissance rationnelle et émotionnelle de ta dénonciation des personnes ou des organisations qui contribuent à défaire les équilibres que les communautés humaines ou la nature ont souvent mis des siècles à construire patiemment. En 2003, tu mets ton glaive, car tu as fait tienne la devise d'Albert Londres, porter la plume dans la plaie. Tu mets ton glaive au service de la cause des disparus d'Argentine, en montrant comment des Français ont enseigné à la dictature argentine les techniques de la guerre moderne, non conventionnelle, expérimentées en Algérie. Le film « Escadron de la mort, l'école française » démontre, grâce à l'obtention des témoignages bruts des principaux acteurs de ce drame, comment les militaires argentins ont été formés aux méthodes françaises de la torture et du renseignement et comment les disparitions ont été méthodiquement organisées. Tu prends des risques, tu te fais passer pour une jeune femme d'extrême droite, tu te jettes dans la gueule du loup. Le film provoque en Argentine une commotion nationale et permet l'ouverture de procès que l'on n'espérait plus. Les très nombreux articles consacrés à ce film le mettent bien en évidence. Il a joué le rôle d'une véritable catharsis nationale et a été l'instrument, comme l'étaient les pièces de théâtre dans la Grèce antique, d'un retour sur soi, d'une mise à vif de l'abcès et d'une réconciliation nationale. Voici donc un autre trait majeur de ton œuvre, loin de se contenter d'offrir à nos sociétés un reflet plus ou moins fidèle et plus ou moins complaisant d'elle-même. Elle se place au service de l'expression de la vérité, elle vise à mettre au jour ce que l'on ne voulait pas voir, à le mettre sur la table et à permettre ainsi pour tous ceux qui le souhaitent d'alimenter la délibération publique, de conforter l'espace public tel qu'il a commencé à être envisagé au XVIIIe siècle, un espace de publicité où les citoyens bien informés peuvent participer à l'élaboration de la loi et contribuer réellement, quotidiennement, patiemment au tissage, au maintien, au renforcement du lien qui les unit. Tu me l'as dit, tu ne conçois ce métier de journaliste que comme la mise en œuvre permanente d'un idéal, ce que le métier est en soi, ce qu'il devrait être, mais qu'il est en réalité si peu, le quatrième pouvoir. Cet indispensable pouvoir sans lequel les trois autres ne peuvent pas subsister, ne peuvent que dysfonctionner. Une pièce maîtresse, donc, de notre démocratie. Une condition sine qua non de sa permanence. Ta conception du métier est un véritable défi lancé à tous ceux qui, possesseurs d'une carte de presse et ayant embrassé cette profession, mettent celle-ci au service des intérêts particuliers et, ce faisant, contribuent à la défaite de la démocratie.
Rien de plus édifiant à ce sujet que tes 3 derniers films, qui forment à mes yeux une trilogie d'une incroyable force. En 2008, tu réalises Le Monde selon Monsanto, qui sera suivi en 2010 de Notre Poison quotidien, puis en 2012 de Les Moissons du futur. Je parle d'une trilogie parce que les 3 films reviennent de manière obsédante sur les mêmes questions lancinantes qui sont aujourd'hui autant de défis auxquels sont confrontées nos sociétés. Comment éviter la marchandisation complète du monde et la privatisation des droits fondamentaux, tels le droit à l'alimentation ou le droit à cultiver ses terres. Comment s'opposer aux multinationales qui, sous couvert d'efficacité, elles seules seraient en mesure de nourrir les 9 milliards de femmes et d'hommes que comptera notre planète en 2050, sous couvert d'efficacité, imposent leurs méthodes, leurs produits mortifères, leurs semences brevetées aux agriculteurs du monde entier, au nom de l'efficacité, et sont en train de s'approprier le cœur de la vie, l'alimentation, pour en faire le nerf de leur guerre. Je parle d'une trilogie parce que, je ne sais pas si tu l'avais conçu ainsi, les 3 films constituent un ensemble démonstratif très puissant, précisément capable de s'opposer, alors qu'à première vue, on a plutôt l'impression de la lutte de David contre Goliath, à l'armada et à la débauche de moyens dont disposent ces films, guidés par le seul souci de court terme, d'augmenter leurs profits et de maximiser les quantités vendues, sous prétexte de rendements plus élevés. Dans cette lutte à armes inégales, tu disposes d'atouts de taille. Tu fabriques, ta souplesse. Tu sautes allègrement d'un point à l'autre du globe. Il faut aller vérifier un point en Inde, allons-y. Chercher un document à l'autre bout de l'hémisphère, partons sans tarder. Entendre un témoin éloigné, allons à sa recherche. Ta rigueur. Tu fabriques de longues chaînes de raisons à la Descartes, tu n'es pas française pour rien, et aucun maillon ne manque. Ton courage. Tu t'attaques à des intérêts extrêmement puissants, mais rien ne t'arrête, alors même que tu sais très bien qu'avec les moyens dont elles disposent, les multinationales dont tu remets les comportements en cause peuvent non seulement s'attacher les services de cohorte d'avocats, mais surtout, et c'est ce que tu montres magnifiquement, s'acheter les études, les experts et les autorités de régulation qu'elles souhaitent. Ton opiniâtreté aussi, qui te pousse à chercher le moindre indice, à vérifier le moindre élément, à rechercher les témoins, tous ceux qui ont été écartés, tous ceux que, comme en Argentine, on a voulu empêcher de parler. Tu redonnes, grâce à ta ténacité, une voix, une visibilité à tous ceux qu'on avait fait taire, parfois en les tuant, comme en Argentine, d'autres fois en les licenciant, en les mettant à mort professionnellement. Tu fais preuve d'une infinie patience, en allant rechercher tous ces témoins bâillonnés, auxquels tu redonnes tout à la fois la parole et leur dignité. En leur donnant le moyen de reprendre la parole, en exerçant vraiment ce beau métier de journaliste, en rendant à celui-ci toutes ses lettres de noblesse, tu permets un double approfondissement démocratique. D'abord, je l'ai dit, en menant une enquête tellement précise, en amenant des informations qui étaient restées tellement cachées, en démontrant de manière tellement impeccable que tu exerces pleinement ce 4e pouvoir et que tu donnes vraiment à l'ensemble des citoyens les moyens de savoir et donc de choisir. Tu les rends réellement, pleinement citoyens. Tu leur rends leurs droits à eux aussi, mutilés qu'ils étaient par des médias qui trop souvent ne songent qu'à remplir de mensonges notre temps de cerveau disponible. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu accomplis une autre prouesse. Tu rends les citoyens à leur tour en état de timidité, c'est-à-dire d'exercer eux-mêmes leur vigilance et de mener l'enquête par eux-mêmes, comme toi. Tu constitues et tu te mets d'ailleurs en scène comme un exemple. C'est ce que j'ai particulièrement admiré dans Le Monde selon Monsanto, toi, derrière ton ordinateur, montrant de la manière la plus simple comment, lorsqu'on veut, on peut. Comment chacun d'entre nous dispose de l'ensemble des moyens pour mener l'enquête. C'est à une véritable entreprise d'éducation, de paideia, que tu nous as conviés avec Le Monde selon Monsanto. Tu es filmé à ton ordinateur et tu nous dis, nous sommes pareils, vous et moi. Regardez comment je fais, regardez comme c'est facile, regardez comment vous pouvez faire. Je me pose une question, comme vous, et voilà ce que je fais. Je clique, je fais des liens, j'ouvre des documents, je leur pose des questions, je tente de les faire parler. Certes, parfois je me déplace, je vais vérifier. Et cela, tu continueras à le faire pour nous. Mais ton message principal, me semble-t-il, c'est le 4e pouvoir, en réalité le premier, c'est vous. Prenez-le, exercez-le, faites valoir vos droits, soyez des citoyens pleinement engagés, saisissez-vous de tout ce que les moyens modernes de communication vous permettent de faire, rendez vivante notre démocratie. Pourquoi cette trilogie est-elle par ailleurs si puissante, outre le fait qu'elle donne à chacun d'entre nous les moyens et surtout l'envie de devenir un citoyen actif, un citoyen engagé, mais aussi un professionnel engagé? Parce que tu ne t'arrêtes pas à la dénonciation, tu ne te contentes pas
de montrer la logique mortifère qui anime souvent ceux qui disent qu'ils nous veulent du bien. Tu nous montres, tu nous démontres qu'un autre monde est possible, qu'il existe d'autres branches de l'alternative et que de surcroît, ces alternatives, loin de constituer un retour en arrière, une vision étriquée de la condition humaine et du progrès, un rétrécissement de nos aspirations, sont à la fois les plus rationnelles. Oui, on peut nourrir 9 milliards d'habitants sans les faire périr d'ingestion massive de pesticides et d'OGM, mais aussi les plus sensuelles, les plus riches en émotions, les plus désirables, les moins desséchantes, celles qui nous permettent, en satisfaisant nos besoins fondamentaux, dont le premier d'entre eux, se nourrir, de prendre soin de la nature, de nos sociétés et des liens qui les unissent. Mon intérêt pour l'agroécologie et pour les méthodes agricoles traditionnelles perçait déjà dans le monde selon Monsanto. On y voyait déjà ces Mexicains et ces Indiens obligés d'abandonner leurs méthodes traditionnelles pour succomber au mirage des propagandistes de la Révolution verte. Les alternatives étaient encore plus présentes dans notre poison quotidien. Il n'est plus question que d'elles dans les moissons du futur, film gorgé de sensualité qui s'ouvre sur un magnifique champ de malice doré, sous les feuilles desquelles se déploient de larges plantes conservant l'humidité et une énorme citrouille rebondie dont la coexistence tranquille a pour nom la mille-pas. Tu nous montres pourquoi cela vaut le coup que nous nous battions pour ce monde, qui n'est ni complètement le monde ancien, même s'il renoue avec ce que les traditions avaient de meilleur, ni le monde moderne, même s'il en garde aussi le meilleur. Ce que tu nous proposes dans cette réflexion très philosophique sur ce que nos manières d'organiser notre alimentation révèlent de nos rapports à la nature, c'est une voie qui prendrait pleinement en considération la nécessité de nourrir une population de plus en plus nombreuse, tout en ayant renoncé à ce que nos méthodes modernes ont d'excessif. Tu nous proposes un autre modèle qui vise à concilier qualité et quantité et qui renoue à la fois avec les intuitions d'un Aldo Léopold qui écrivait dans son almanach d'un comté des sables: le kilo, le quintal et la tonne ne sont pas l'unique mesure de la valeur nutritive des récoltes. Les produits issus d'un sol fertile peuvent être supérieurs d'un point de vue qualitatif aussi bien que quantitatif. Et plus récemment avec les démonstrations d'un Jean Gadret qui, dans Adieu à la croissance, nous enjoint de substituer à la poursuite effrénée et exclusive de gains de productivité, qui contribuent largement, nous le savons, à la destruction du sens du travail, la recherche raisonnée de gains de qualité et de durabilité. Un autre modèle, un changement de civilisation, une bifurcation. Voilà ce dont ces auteurs, mais aussi toi, moi, nous tous réunis ici, souhaitons l'avènement et connaissons l'urgence. Et c'est bien pour cela que nous sommes réunis ici. Soyons clairs, en venant ici, nous ne souhaitions en aucune manière provoquer ou narguer, bien au contraire. Nous souhaitions consacrer à ce lieu, aux événements qui s'y sont déroulés, aux aspirations contradictoires qui s'y sont exprimées, la réflexion qui convient. Nous souhaitions profiter de la pause qui a été accordée par les récents rapports publics pour tenter de comprendre la signification de ces conflits et pour leur conférer le sens qui convient. Nous sommes persuadés qu'il s'agit d'un moment et d'un lieu hautement symbolique, lourd de signification. Il s'agit peut-être d'un point central de l'histoire de notre pays, et qui sait, dans celle du monde. Un point dans le temps et dans l'espace où pourrait s'organiser, ou s'organise peut-être déjà en ce moment, sous nos yeux, avec nous, grâce à vous, la bifurcation tranquille que nous appelons de nos vœux. Cette bifurcation dont nous savons que si elle ne commence pas ici et maintenant, il sera trop tard, comme lorsqu'il s'agit de modifier la trajectoire d'un grand cargo très lourd dont on doit organiser les mouvements et les réactions à l'avance. Si nous sommes ici aujourd'hui, tous calmement rassemblés, c'est parce que nous pensons que nous devons sortir du raisonnement séquentiel dans lequel nos sociétés sont restées enfermées. Les pays occidentaux, et particulièrement certains pays européens, dont la France, sont confrontés à une crise économique et sociale d'une extrême gravité. Et pour sortir de cette crise, les prières montent vers le ciel. Donnez-nous, s'il vous plaît, encore une fois, quelques points de croissance. Et ensuite, c'est promis, nous accorderons l'importance qui convient à la crise écologique dont nous percevons bien l'extension, mais qui ne pourra être résolue qu'après. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, par notre présence, c'est que c'est peut-être ici et maintenant que nous avons la possibilité, l'occasion, les Grecs disaient le kairos, le moment à saisir, le bon moment, d'engager le grand rebroussement dialectique
qui nous permettra de résoudre à la fois la crise économique et sociale et la crise écologique, qui nous donnera la possibilité d'arrêter de remettre tous les jours au lendemain ce que l'on peut faire le jour même, qui nous autorisera à sortir de cette cage d'airain de la consommation et de la production, dont le grand sociologue Max Weber avait compris la logique dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Ce qu'ont refusé ici des collectifs très différents, collectifs d'élus, de paysans, de pilotes, d'avocats, d'habitants, c'est le caractère excessif, disproportionné, pervers de la logique qui s'est développée depuis le XVIIIe siècle dans le monde occidental et qui a fait des quantités produites, du rendement à tout prix et de la maximisation du profit, le critère de réussite d'une société. Ce que soutiennent les collectifs opposés à une certaine conception du développement économique, celle-là même qui conduit à la financiarisation du monde et à ses désastres, c'est qu'il faut retrouver le sens de la mesure, de la limite, de la proportionnalité des moyens aux fins poursuivies. Mais aussi qu'il est grand temps aujourd'hui, même si d'autres pays semblent emporter dans la folie du développement à tout prix, ce pseudo-développement qui met en coupe réglée la nature, les humains et tout ce à quoi nous tenons, de faire une pause et de considérer les menaces qui s'accumulent, de prendre au sérieux les rapports du GIEC, les travaux des scientifiques qui crient dans le désert, les articles de plus en plus inquiétants des chercheurs. Je pense à un article publié par la très sérieuse revue Nature en juin dernier par 22 scientifiques qui écrivent que nous sommes en train de franchir des seuils critiques et que désormais les humains dominent la Terre et la modifient selon des modalités qui menacent sa capacité à nous supporter. Les avis de la commission Stiglitz, qui, dans la suite des critiques développées par l'école française des nouveaux indicateurs de richesse dans les années 90, a reconnu officiellement que le PIB était un indicateur pervers qui nous menait dans le mur et que nous devions d'urgence changer d'indicateur et de boussole. Quand tirerons-nous toutes les conséquences de ces rapports et des signaux de plus en plus nombreux qu'envoient tous ces lanceurs d'alerte? Quand serons-nous capables d'opérer la véritable conversion qui convient à notre temps, de redéfinir le progrès, de changer d'indicateur et de mettre au cœur de nos efforts et de nos représentations ce qui compte vraiment, ce à quoi nous tenons le plus? Quand serons-nous capables, comme l'écrivait Bertrand de Jouvenel dès 1957, dans des textes d'une incroyable actualité, de devenir les jardiniers de la Terre? En nous arrêtant ici aujourd'hui si nombreux, après les chaînes humaines et les appels à un changement de modèle de tant d'autres citoyens, nous tentons à notre modeste niveau de contribuer à l'engagement de notre pays dans la grande bifurcation. Et si nous le faisons seuls, si nous le faisons les premiers, c'est peut-être que nous aurons été capables, une nouvelle fois, de montrer l'exemple au reste du monde, de mettre en évidence que l'on peut prévenir l'avènement des catastrophes et que la raison peut triompher. Non pas la raison calculante et desséchante, dont Horkheimer et Adorno avaient montré l'extension et la contribution à l'avènement de la barbarie, mais la raison sensible, cette raison qui n'envisage pas l'homme comme transcendant la nature, mais comme faisant partie d'elle, cette raison incarnée, vivante, joyeuse, cette raison, chère Marie-Monique, dont tes films et tes livres font l'apologie. Cette raison dont les philosophes des Lumières avaient fait leur emblème et que tu contribues à défendre comme le mot d'ordre de l'époque, de leur époque, sapere aude, ose savoir. Pour tout cela, chère Marie-Monique, nous voulons te remercier. Donc, Marie-Monique, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs... On recommence. Chère Marie-Monique, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Merci. Merci Dominique pour toutes ces paroles qui m'ont bien sûr très émue. Merci aussi d'avoir accepté de m'accompagner pour cette improbable remise de Légion d'honneur, n'est-ce pas? Je dis improbable parce que, évidemment, j'ai été très surprise de découvrir début janvier, grâce à un SMS que m'a envoyé ma cousine qui est ici dans la salle. Elle est où, ma cousine? Elle est là-bas. Que j'avais reçu la Légion d'honneur. J'ai eu du mal à le croire et j'ai vérifié dans le journal officiel qui n'a pas l'habitude de faire des blagues et effectivement, j'y étais. Et c'est donc Madame Delphine Bateau, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui m'a proposé pour être nommée chevalier. Pas chevalière. Chevalière de la Légion d'honneur. Alors, je dois reconnaître que ma première réaction, celle qui venait un peu comme ça, première, quoi, ça a été de refuser. C'est un signe de la République qui a été institué par Napoléon, qui n'est pas forcément une référence pour moi. Mais plusieurs amis proches, et je voudrais d'ailleurs saluer au passage les représentants de Arte et des éditions La Découverte qui m'ont toujours accompagné ces dernières années pour les derniers films et livres que j'ai réalisés. Donc, eh bien, ils m'ont recommandé de l'accepter en soulignant que recevoir la médaille, c'était une manière d'honorer tous ceux et celles dont j'ai illustré, et pour ne pas dire défendu, les causes en 28 ans de service, parce que tu sais que c'est l'expression qui est utilisée dans le décret présidentiel. Nous sommes récompensés pour nos années de service. Alors, parmi, évidemment, tous ceux et celles à qui je pense, et ils sont très nombreux, hein, 28 ans, ça fait beaucoup de reportages, plus de 200 en fait. Alors je pense aux enfants victimes du trafic d'organes, je pense aux agriculteurs suicidés par l'agro-industrie, je pense à Paul Jacquin, l'instituteur tué par la rumeur, je pense à Paul François, le paysan malade de Monsanto, je pense aux disparus d'Argentine, aux femmes battues, aux enfants des rues de Bogota. Bonjour Raphaël, comment estás? Aux victimes de la pollution industrielle du Pérou, Elia, aquí estás? Et tous ceux et celles qui partout dans le monde œuvrent pour qu'enfin triomphent les moissons du futur. Alors accepter la médaille républicaine, c'était aussi une manière d'affirmer publiquement la nécessité des lanceurs d'alerte que je salue et que j'aimerais qu'on applaudisse. La nécessité aussi des empêcheurs de penser et d'agir en rond. Je te salue pour ça. Qui en France et partout dénoncent les tromperies admises comme des vérités et démasquent les conflits d'intérêts et les arbitrages en faveur des puissants. C'était accepter cette médaille, c'était aussi revendiquer haut et fort la mission de la presse. Alors je dis bien mission. Mission. Dont on oublie trop souvent, comme tu l'as rappelé, qu'elle constitue le 4e pouvoir et qu'à ce titre, à l'instar des 3 premiers pouvoirs, elle est censée œuvrer pour l'intérêt général. Alors accepter l'insigne de la République, c'était donc rappeler que nous avons besoin plus que jamais de journalistes engagés, capables d'affronter les lobbies et les intérêts privés pour mettre la plume dans la plaie, ainsi que le disait Albert Londres, le père du journalisme d'investigation, dont l'œuvre m'inspire jour après jour. Or aujourd'hui, les plaies dans lesquelles les journalistes peuvent et doivent porter leur plume, ou leur caméra. Salut Marc, merci d'être là. Sont multiples, comme sont multiples les facettes de la crise. Alors ce mot un peu passe-partout, hein. Mais bon, la crise dans laquelle le monde
semble irrémédiablement s'enfoncer. Je veux parler de la crise du climat, qui est bien sûr déjà largement à l'œuvre, comme j'ai pu le constater au Malawi ou au Mexique récemment. Faut-il rappeler que les émissions de CO2 n'ont jamais augmenté aussi vite qu'au cours de la dernière décennie, 3% par an en moyenne, soit 3 fois plus que lors de la décennie précédente. Nous sommes sur la trajectoire des pires scénarios imaginés par le JEC, le GIC, le groupement interministériel sur l'évolution du climat. Je lisais hier dans un journal du soir que la ville de Londres se prépare à une augmentation du niveau de la mer de 90 cm d'ici 2050. J'espère que vous imaginez ce que ça veut vouloir dire. Ça veut dire des milliers et des milliers de villes sous l'eau, des millions de réfugiés climatiques, sans parler de la production alimentaire qui sera durablement affectée. Je veux parler aussi de la crise de l'énergie, de l'extinction annoncée des énergies fossiles, mais aussi des minerais et des terres rares, sans lesquelles la production de la plupart de nos équipements et biens de consommation s'effondrera. Je veux parler de la crise de la biodiversité. Les experts évoquent la 6e extinction des espèces. Mais aussi de la crise alimentaire. Près d'1 milliard de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui. De la crise sanitaire. Les millions de malades et de morts dus à la pollution chimique et tous les paysans que je connais, que tu connais papa, dans notre entourage, qui sont malades à cause des pesticides ou morts. De la crise financière, économique et sociale qui entraîne une augmentation du chômage, de la pauvreté et des inégalités toujours plus criantes. Bon, je ne voudrais pas vous casser le moral, mais... On est là, Tous ces dérèglements majeurs dont tout indique qu'ils vont s'accélérer en provoquant des débats humains et matériels considérables sont le résultat d'un système économique capitaliste fondé sur la recherche illimitée du profit. Cette véritable machine à broyer repose sur un modèle de développement qui s'avère aujourd'hui mortifère et suicidaire pour la planète et l'humanité qui l'habite. Celui de la croissance illimitée, sous-entendu du produit intérieur brut, le fameux PIB, comme tu l'as écrit, Dominique, dans un livre pionnier que je vous invite tous à lire, intitulé Au-delà du PIB pour une autre mesure de la richesse. La croissance est devenue le veau d'or moderne, la formule magique qui permet de faire l'économie de la discussion et du raisonnement. Pas un jour où l'on entende, en effet, les hommes et femmes politiques qui dirigent notre pays, avec en tête le président de la République François Hollande et son Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Facile. Invoquer le retour de la croissance pour résoudre la crise. Pourtant, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dire que la croissance n'est pas la solution, mais justement le problème. Et qu'il est urgent de changer de paradigme sous peine d'être confronté dans un avenir proche, très proche, à un chaos ingérable, comme l'écrivent les experts du centre de prospection de l'armée allemande dans un rapport que je viens de lire qui a fuité. Changer de paradigme, cela veut dire revoir de fond en comble notre logiciel économique, mais aussi notre mode de vie. Pour cela, il est nécessaire de lancer un vaste débat démocratique dans tous les villages et villes et les fermes de France et de Navarre, qui permettent de lancer un signal fort à ceux et celles que nous avons élus et qui trop souvent ne voient pas plus loin que le bout de leur mandat et manquent de leur mandat cruellement de courage politique. L'indispensable transition vers une société post-croissance qui
seul permettra de relever les nombreux défis qui nous attendent, ne pourra se faire sans l'engagement de tous les citoyens et citoyennes, capables de se poser enfin les bonnes questions. Certaines, je les ai reprises dans ton livre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la richesse? De quel développement avons-nous besoin? Quelle société voulons-nous et devons-nous construire? Avec quelles valeurs, quelles règles du jeu, pour que nos enfants et petits-enfants puissent continuer à vivre sur cette pauvre planète et sur cette magnifique planète? Est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Une chose est sûre, nous n'avons plus le temps d'attendre. Nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous sommes capables d'anticiper en dessinant ensemble un autre modèle de développement, soit nous continuons sur la même fausse route, business as usual. Et comme me l'a dit Olivier de Schutter, le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, nous devrons alors subir les perturbations violentes que nous réserve l'avenir, et là, ça fera très très mal. En ces moments cruciaux, nous avons besoin de symboles et d'éclaireurs qui catalysent les énergies et montrent la voie. Nous avons besoin de laboratoires et d'expériences qui encouragent la réflexion, libèrent la créativité et nous aident à nous débarrasser du prêt-à-penser et des préjugés. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui disent « Stop, que faisons-nous? Où allons-nous » Si j'ai proposé à Dominique de me remettre la Légion d'honneur à Notre-Dame-des-Landes, c'est parce que la lutte qui se déroule ici depuis de nombreuses années représente précisément le combat dont nous avons besoin. Je n'entrerai pas dans les détails techniques d'un dossier mal ficelé pour m'attacher seulement aux symboles. Tu as parlé aussi de symboles. Nous avons besoin de symboles. Pour m'attacher aux symboles qu'incarne la résistance au projet d'aéroport. Le premier symbole, c'est qu'il s'agit d'un projet d'équipement qui date des années 1960, autant dire complètement ringard. C'était l'époque des 30 glorieuses, les fameuses 30 glorieuses, où l'on pensait que nous pourrions indéfiniment puiser dans les ressources de la planète sans jamais rendre de compte à personne. L'époque où la machine à fabriquer du PIB tournait à plein coûte que coûte est bien finie. Cette époque est révolue et nous voulons des projets qui correspondent aux exigences de notre temps, celui de la raréfaction des ressources et des inégalités croissantes. Le deuxième symbole, c'est qu'il s'agit d'un projet d'aéroport. Or, nous avons assez d'aéroports. Car contrairement à ce que les promoteurs de ce projet prétendent, l'aviation civile n'a pas de beaux jours devant elle. Quand le prix des énergies fossiles aura atteint des sommets, nous ne pourrons plus prendre l'avion comme nous le faisons aujourd'hui. Faire croire aux Français que le trafic aérien va continuer d'augmenter de manière continue est un message irresponsable. Le troisième symbole, c'est que ce projet va détruire 2000 hectares de terres agricoles dans une zone humide comprenant une grande biodiversité. Or, s'il est un domaine où nous devons de toute urgence revoir notre copie, c'est bien celui de la production agricole. Nos ministres de l'Agriculture se plaisent à répéter, l'ancien et le nouveau, que la France est un grand pays agricole. Certes, nous exportons des millions de tonnes de blé de mauvaise qualité à bas prix grâce au jeu pervers des subventions ou des tonnes de poulets bas de gamme qui condamnent à la faillite des paysans africains. Mais l'agriculture française est un colosse aux pieds d'argile, car elle est déficitaire dans de nombreuses productions. Comme celle des protéines végétales, pour nourrir les poules, les vaches et les cochons de nos élevages industriels, que je vous invite à ne jamais plus manger. Nous dépendons du soja transgénique argentin, et donc du pétrole nécessaire à son acheminement vers les ports bretons. D'une manière générale, l'agriculture industrielle dépend des énergies fossiles, indispensables à la fabrication des pesticides et engrais chimiques, indispensables aussi à l'approvisionnement des villes, dont l'autonomie alimentaire est estimée à 2 jours.
Si nous voulons être autonomes du point de vue alimentaire et développer une agriculture capable de résister aux effets du changement climatique, il nous faut de toute urgence protéger nos terres agricoles, en cessant de les bétonner et en les arrachant des mains des spéculateurs. Quand je serai nommé officier de la Légion d'honneur, j'espère pouvoir revenir assez rapidement. Pour voir que le projet d'aéroport définitivement enterré, eh bien, voir comment on a transformé ce territoire en une avant-garde d'un autre projet agricole fondé sur l'agroécologie, la vente de proximité et les circuits courts. C'est vraiment un beau projet, c'est un projet d'avenir et c'est vers ça qu'il faut aller. Toujours mieux et plus. En attendant et pour finir, je voudrais remercier tous ceux et celles qui jour après jour mènent la résistance à ce projet, somme toute, comme je l'ai dit avant, très ringard, j'insiste. Merci à Sylvain et Brigitte Fresneau qui nous accueillent aujourd'hui. Merci aussi à Marcel et Sylvie Thébault. Alors papa qui va être content parce que je vais dire merci qu'à des paysans pendant au moins 2 minutes. Merci aux paysans engagés dans le COPIN 44, le collectif des organisations professionnelles agricoles indignés par le projet d'aéroport. Merci à tous les membres, évidemment, aussi de l'ADECA, l'association des exploitants concernés par l'aéroport. Merci à l'ACIPA, qui est aussi notre hôte, n'est-ce pas? Merci aux paysans aussi qui sont venus avec leurs tracteurs pour protéger la ferme de Bellevue de la destruction. Merci à tous les membres des comités de soutien qui sont créés partout en France. Alors j'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup parce que depuis le mois d'octobre, j'ai fait 80 projections débat des moissons du futur. Et partout, j'ai dit qu'il fallait les rejoindre. Ouais! Et puis merci vraiment du fond du cœur à tous les zadistes. Ouais! Oui, alors vraiment, je vous tire mon chapeau, tous les zadistes, parce que vraiment, j'imagine que ça n'a pas été facile de vivre, passer tout l'hiver ici, dans des conditions... Oui. Voilà, rudes, précaires, etc. Non seulement, alors votre présence est illégale, certes, mais légitime.
tu seras d'accord avec moi si je dis que l'histoire regorge d'exemples où des actions illégales se sont avérées tout à fait légitimes et ayant raison. Donc je salue la persévérance des zadistes et leur dévouement pour une cause qui devrait tous nous inspirer pour construire la société post-croissance dont nous avons besoin de toute urgence. Je remercie aussi Geneviève. Où est-elle? Bien. Parce que je me souviens de la première fois que je t'ai appelé, j'ai eu ton téléphone. En fait, je peux te dire par Jean Gadret. Hein, voilà. Et il m'a dit, tu peux l'appeler. Et quand je t'ai dit, ben voilà, on vient de me coller la Légion d'honneur, mais j'aimerais bien me la faire remettre à Notre-Dame-des-Landes, et t'es resté un peu sans voix. Merci, parce que c'est toi qui nous a mis tous en rapport, n'est-ce pas, et qui a permis cet événement très émouvant, et je suis sûre qu'il va être le début, enfin, une pierre de plus, mais aussi peut-être le début d'un... Voilà. Alors, je voulais aussi, alors ne criez pas. Je voulais aussi, et je vous dis ne criez pas, mais je le fais, je voulais remercier Delphine Bateau, qui, en me faisant ce cadeau empoisonné, m'a permis de réaffirmer les valeurs que devrait incarner un signe que je viens de recevoir et que nous portons toutes les deux: l'engagement pour le bien commun et l'intérêt général. Ouais. Parce que je le vois pour remercier mon mari qui m'a toujours soutenue. Voilà ce que je n'aurais jamais imaginé dans les rêves les plus déjantés de ma vie militante. Mais c'est vraiment un grand bonheur. Alors, je vous invite, pour laisser des traces de cet événement, à remplir, si vous le souhaitez, le livre d'or qui sera remis à Marie Moët. Voilà. Et puis, j'ai quelques petits mots à vous dire. Nous avons un grand absent là qui regrette beaucoup de ne pas être là. C'est Michel Tarin. Je l'ai eu au téléphone. Oui, donc je l'ai eu au téléphone ce matin
et il m'a chargé d'être sa voix auprès de vous. En fait, les quelques notes que j'ai prises recoupent complètement ce qui a été dit tout à l'heure. Il redit sa confiance dans le fait que le projet va être abandonné et que maintenant ce qui nous attend, c'est le défi de la construction d'une agriculture agroécologique. Exactement ce que vous avez dit. Que la ZAD devienne un territoire qui porte des projets d'avenir. L'espoir est dans notre camp. Il remercie Marie, Monique et Dominique de leur engagement. Et une très jolie idée de sa part, c'est de baptiser, après la victoire ou même avant, un certain nombre de lieux. Eh bien, l'un de Marie-Monique Robin, un autre de Dominique Médard, le Carrefour de la Saule, le Carrefour de la Résistance et d'autres qu'on pourra nommer, Stéphane Etel et bien d'autres, on ne va pas faire la liste. Voilà. Et donc, Michel se revendique comme un pasteur de terre. Et justement, un pasteur de terre, on en a un parmi nous aussi que je tiens à saluer de sa part. Et j'espère beaucoup vous rencontrer à une brève échéance. Et donc, ce pasteur de terre, eh bien, c'est le père de Marie-Monique. Et donc, nous l'invitons à nous dire quelques mots. Hein. Voilà. Et la maman de Marie-Monique. Alors j'ai mon papa, ma maman et deux de mes trois filles, parce que l'aînée malheureusement elle avait sa représentation de théâtre aujourd'hui. On n'ose pas tomber les cours de théâtre le jour de la représentation. Voilà, et deux de mes filles. Solène. Je voudrais simplement dire un petit mot, un remerciement à David, notre gendre, parce que supposez, quand on a une fille qui a un tel parcours, il faut un mari spécial. Qu'est-ce que vous en pensez, les messieurs? Et je crois que les couches, les devoirs, marquer les vêtements pour les colonies de vacances ou je ne sais quoi, il sait faire. Hein. Le repas, il sait faire. Aller chercher à l'école, il sait faire. Alors je crois qu'on va applaudir David. David a des racines du pays catalan. C'est ma belle-mère préférée. Ah. Voilà, alors maintenant je m'arrête parce que je suis intarissable. Alors, si je vous dis que je suis émotionné, vous ne serez pas surpris. Et je suis bien content quand même de dire un petit mot à Marie-Monique. Et puis peut-être de me présenter un petit peu. Alors, on vous l'a dit, je suis un paysan en retraite, né comme mon père et mon grand-père dans une famille de paysans, dans une ferme de polyculture et d'élevage en Gâtine, qui est une région très rurale, près de Parthenay, en Deux-Sèvres. J'ai appris à travailler la terre à 14 ans. Et j'ai connu une période exaltante avec la JAC, qui a ouvert les jeunes paysans au monde de la culture au 200 du terme. Le Congrès de Paris, en 1950, a rassemblé 100 000 jeunes ruraux, plein de dynamisme et de volonté de changer le monde paysan et de développer ses qualités et ses richesses trop longtemps enfouies. Et on retrouve beaucoup de germes ici de cette période. C'est là que j'ai rencontré celle qui est mon épouse aujourd'hui depuis 50 ans. C'est pas une petite affaire. Un peu plus. Elle venait d'une famille d'artisans commerçants, ce qui a un petit peu inquiété mes parents parce que
À l'époque, on se mariait avec des gens du pays. Et là, ce n'était pas le cas, c'était la JAC qui nous avait fait se rencontrer. Elle venait avec un regard neuf sur ce monde paysan et a largement contribué à son évolution, notamment dans l'environnement à la ferme, dans nos habitudes qui avaient besoin de renouveau. Et nous voulions 6 enfants. Bon, c'est con. Et c'était comme ça. Notre fille aînée est arrivée avec 3 semaines d'avance sur la date prévue, pressée sans doute de connaître le monde qu'elle devait parcourir par la suite. Nous l'avons appelée, vous vous en doutez, Marie-Monique. C'est notre fille aînée. Et nous étions loin de penser, mais très loin, que nous serions un jour à Notre-Dame-des-Landes pour l'accompagner à la remise de cette distinction. Il va sans dire que nous sommes heureux, très heureux et fiers. Fiers de ses combats pour plus de justice et son ardeur à défendre notre terre menacée. Merci, notre fille chérie. Tu sais bien que tes parents te soutiennent et que leur amour est toujours présent. Nous sommes heureux de ton combat pour défendre cette terre qui est indispensable à la vie. S'il fallait résumer en 2 mots ce qu'est la terre, qui est un de vos combats dans ce lieu, je dirais, la terre est le berceau de la vie et la source de tous les biens. Voilà. Alors, plutôt que de continuer à parler, je vais essayer de vous chanter une chanson. Alors, c'est une chanson qui parle de la terre, et le titre c'est Ma terre. Et je l'ai composée moi-même, musique et paroles. Alors, je ne suis rien sans toi, ô terre de mes aïeux, et je suis en émoi quand on veut l'ignorer. La vie surgit de toi, au milieu de nos champs. La nature a ses lois sur tous les continents. La terre nous apprend qu'il faut être patient pour être paysan et travailler longtemps. La culture de la terre, comme celle de l'esprit, résulte d'une alliance, dépend d'une harmonie, car c'est le Créateur qui l'a voulu ainsi, et la terre devient le berceau de la vie. Je ne suis rien sans toi, ô terre de mes aïeux, et je suis en émoi quand on veut l'ignorer. La vie surgit de toi, au milieu de nos champs. La nature a ses lois sur tous les continents. Merci à vous mes frères qui aimez notre terre, qu'elle reste le jardin comme au premier matin. Que ceux dont la besogne est de nourrir les hommes reste dans la confiance et garde l'espérance. Quand une cause est juste, elle devrait triompher. Aujourd'hui et demain, l'homme ne vit pas sans pain. Que je ne suis rien sans toi, ô terre de mes aïeux, et je suis en émoi quand on veut t'ignorer. La vie surgit de toi, au milieu de nos champs. La nature a ses lois sur tous les continents.
pour nous faire chanter, nous aussi, notre chanson sur la terre, la chanson de Notre-Dame-des-Landes. Alors, ça y est, c'est voilà. Non, non, allez, restez là, restez là. Ma fille est en danger, par les élus à pouvoir. Ils veulent me massacrer et vandaliser mon terroir. Piller l'imposition pour un projet pharaonique. Dépenser des millions pour un désastre écologique. Citoyens, sois vigilants, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes parents. Citoyens, sois vigilants, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes enfants. Ils veulent la fierté d'une capitale métropole. Ils refusent d'écouter quand on dit qu'il n'y aura plus de pétrole. Arrêtez d'investir dans l'industrie énergivore. Il est temps d'atterrir, il y a déjà trop d'aéroports. Citoyens, sois vigilants, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes parents. Citoyens, sois vigilants, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes enfants. Tu défendras chaque mètre carré. Tu feras des légumes et des produits de nécessité. Et lorsque tes récoltes seront prêtes à moissonner, pour faire la farandole, faudra encore mobiliser. Citoyens, sois résistants, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes parents. Citoyens, sois résistants, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes enfants. Citoyens, sois résistants, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes parents. Citoyens, sois résistants, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre, c'est la terre, c'est la terre. Je ne sais pas, ont préparé quelques paroles personnelles pour s'adresser à Marie-Monique et à Dominique, je ne sais pas. Parce que, voilà. Autrement, bon, mais ça on en parlera dans le... On vous en parlera dans le programme de l'après-midi et Dominique, donc notre chanteur, va partir faire une vigie à l'OMS cet après-midi. On vous en parlera dans le programme. Bon, on passe aux consignes pratiques pour le pot de l'amitié, pour le repas. C'est bon? Ah pardon. Ben oui, mais j'ai demandé. Comment? Voilà. Donc avant les consignes pratiques, un autre mot d'amitié pour Marie-Monique. Je suis, comme vous toutes et vous tous, extrêmement heureux et fier d'être ici dans ce lieu hautement symbolique et où l'honneur
retrouve toute sa valeur d'honneur. Pardon, excusez-moi, je suis Joël Labbé, petit maire de Saint-Nolff à côté, et devenu sénateur du Morbihan, et essayant de faire en sorte de faire bouger les choses de l'intérieur avec mon groupe et avec un certain nombre d'autres élus. J'ai choisi d'être en politique pour vérifier. Ah, on me demande quel groupe, vous l'aurez tous su. Quel était ce groupe? C'est Europe Écologie Les Verts. Mais d'une façon ouverte, je ne fais pas partie des sectaires. Il est temps que tous les gens de bonne volonté, dans le sens le plus noble du terme, puissent être à même de se serrer les coudes. Je connaissais Marie-Monique Probin depuis longtemps, mais elle ne me connaissait pas, comme vous toutes et vous tous. J'avais vu Le Monde selon Monsanto, je m'étais baigné dans son travail et je m'étais dit, il y en a quand même parmi les journalistes qui se mouillent à l'équerre pour le bien commun, pour l'intérêt supérieur, pour les générations futures. Et devenu sénateur, je l'ai rencontré l'année dernière à une foire bio. On s'est dit deux mots. Moi j'intervenais sur les pesticides parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé et on va continuer de travailler cette année et aboutir. Et j'ai rencontré Marie-Monique et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Il se trouve qu'au Parlement, si on veut les utiliser, on peut avoir de véritables moyens. Et en 2 mois, avec Marie-Monique, on a monté un grand colloque sur l'agroécologie, au point où le ministre de l'Agriculture s'est dit il faut aussi que je sois là. Il a été là, on a pu discuter avec lui et il sait notre détermination. Nous, en tant qu'élus, on n'est pas des experts en tout. On a besoin de puiser, d'enrichir notre culture et de la société civile et des experts et des journalistes qui ont mené des investigations. Et moi, je suis vraiment très très heureux parce que cette année, on va notamment travailler sur la loi d'avenir agricole. Vous êtes un certain nombre ici, dont Marie-Monique, qui allait pouvoir nous enrichir pour porter des amendements qui soient des amendements de qualité où on puisse là véritablement jouer notre rôle pour faire en sorte que ce développement, eh bien, il devienne un développement qui soit solution et pas un développement qui soit problème. Enfin, j'ai entendu des bons, alors les qualités des 2 chanteurs qu'on a entendus. Moi, je voudrais dire juste quelques mots. Je vais cesser d'être maire au mois de pardon. Voilà, alors c'est quelques mots. C'est quelques mots écrits par Jacques Brel, les souhaits que je dis à chaque fois qu'il y a une cérémonie à Saint-Nolff. Aujourd'hui, c'est pour Marie-Monique, ces mots. C'est pour toi, c'est pour Dominique, mais c'est pour vous toutes et vous tous. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Et je vous souhaite surtout, surtout d'être vous-même. Alors, voilà, donc comme on a un programme encore très chargé, puisqu'on a eu un petit retard au départ. De la personne. Donc, s'il vous plaît, comment ça va se passer maintenant? Donc, le pot de l'amitié, eh bien, vous allez sortir vers la gauche et donc vous allez voir et vous trouvez les bouteilles de Béquille. Je pense que je ne suis pas inquiète, vous y arrivez. Bon, pendant ce temps-là, et nous aurons besoin de quelques personnes. Ce sera un temps d'échange, de rencontre avec la presse, etc. Pendant ce temps-là, on aura besoin de quelques personnes pour les tables et les bancs. Ensuite, donc après ce moment d'échange, pendant lequel nous bénéficierons de l'animation des génistes. Elles sont là, les génistes? Ils sont là. Non, les génistes dans le maïs. Non, mais on les a vus, ils sont là. Bon, d'accord. Donc, pour le repas, alors, nous vous avions demandé, vous m'entendez? Oui. Alors, nous vous avions demandé de vous inscrire. Comme d'habitude, on est beaucoup plus nombreux que les gens qui ont pris la peine de s'annoncer. Et c'est très bien.
Et c'est très bien. Sauf que peut-être ceux qui ne se sont pas annoncés n'auront plus des grillades que l'odeur. De toute manière, on vous a aussi parlé de pique-nique, il y a du fromage, il y a du pain, personne ne mourra de faim. Mais s'il vous plaît, sautez pas sur les grillades ne sont pas annoncées. Voilà. Ensuite, on est très pragmatique ici. Ensuite, eh bien, pour le début d'après-midi, donc, nous aurons la présentation s'il vous plaît, c'est important. Nous aurons la présentation des 2 minutes de bande-annonce du prochain travail de Marie-Monique Sacré Croissance qui sortira en 2014. Et ensuite, nous aurons la projection des moissons du futur, donc ça, ce sera dans la salle de projection, donc ici. Pendant le repas aussi, vous pouvez visiter la librairie, le centre de la SPA. Vous pouvez aider Marie-Monique en préachetant le DVD de Sacré Croissance que vous recevrez en priorité des apparitions. Ça fait partie des règles qu'elle se donne. Il y a une partie par préfinancement et d'autres par préachat et d'autres sources de financement. Donc si vous voulez l'aider et lui dire merci aussi et lui dire continue, et bien donc vous pouvez faire ce préachat et boire un coup. Oui, on y va, on va et on mange. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Alain Caillot, je représente nos amis canadiens qui sont venus nous soutenir l'été dernier. Et à ce titre, je voulais remettre à Marie-Monique un Blu-ray qui est sur un combat un petit peu similaire, le combat de Mirabel au Canada. Alors, dernière chose, après, moi aussi j'ai soif et j'ai faim. À 16h, vers 16h, aux environs en tout cas, il y a donc vous êtes 3, n'est-ce pas, 3 cyclistes qui vont partir à l'OMS à vélo, donc à vélo cycliste, à Genève, pour assurer une vigilance permanente là-bas. Il y a tout le temps quelqu'un pour dénoncer le silence de l'OMS par rapport à la catastrophe nucléaire de Fukushima et de Tchernobyl. Donc je vais faire le lancement de leur départ, et ce serait bien qu'on soit nombreux pour les soutenir. Encore oublié de choses, donc j'ai oublié que la règle ici pour nous c'est participation libre de soutien, puisque pour l'amitié, pour le repas, etc. Voilà. Donc là,